Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour l'écologie? J'y arrive quand même. Bon. Donc vous avez vu que nous sommes dans une situation assez dramatique puisque finalement toutes les informations sur l'état du réchauffement climatique finalement empirent de mois en mois. Bon, c'est très agréable d'avoir très chaud à cette époque, mais c'est très mauvais finalement que mois après mois on batte des records de température. Ça a des conséquences d'ailleurs parce que c'est que tout simplement les mers sont en train de monter par la fonte notamment des glaciers et par la fonte de l'Antarctique et de l'Arctique, et y compris par la fonte de ce qu'on appelle le permafrost, qui sont les sols gelés dans le nord, au nord de la planète, et qui, se réchauffant actuellement, sont en train de lâcher massivement du méthane, qui est un gaz qui est très émetteur au niveau du CO2 et qui donc provoque encore plus de réchauffement climatique que l'ensemble de la vie. Donc on est dans cette situation au niveau du réchauffement climatique, on est dans cette situation au niveau de la perte de biodiversité. On parle beaucoup des abeilles, mais c'est la même chose pour les insectes, c'est la même chose pour les oiseaux, les pauvres. Justement, s'il y a moins d'insectes, les oiseaux, ils ont plus de quoi manger, quoi. Plus tous les problèmes de pesticides utilisés dans l'agriculture. Bon. Donc on est dans cette situation de perte de biodiversité aussi au niveau des plantes. On est dans une situation d'augmentation des pollutions, et ça vous le vivez régulièrement, puisque c'est à la fois les pollutions créées par les pesticides, mais c'est aussi l'ensemble des pollutions liées au fait qu'on vit dans un bain de molécules chimiques, dont on ne connaît pas d'ailleurs la composition de la majorité de ces molécules, ni les conséquences de l'interaction de ces molécules entre elles, et bon, il y a un certain nombre de médecins, de scientifiques et de militants associatifs qui alertent aujourd'hui sur les conséquences de toutes ces pollutions, notamment sur la santé des enfants, et sur donc les nouvelles générations. Le fait qu'elles baignent des enfants dans des problèmes de pollution fait qu'on a des inquiétudes sur la santé de l'ensemble des populations. Bon, est-ce qu'on en est arrivé à une situation où notre système, le système économique, qui se préoccupe plus de faire du profit que de la santé des habitants de cette planète, fait qu'il est en train de tous nous rendre malades. Donc il y a vraiment cette urgence, et donc c'est pour ça que pour nous, l'écologie est au cœur de notre programme. En même temps, on insiste beaucoup, c'est-à-dire si tout le monde pâtit de cette dégradation de l'environnement, donc c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon parle souvent d'un intérêt général commun par rapport à la situation écologique de la planète. En même temps, tout le monde ne pâtit pas de la même manière. Parce que c'est pas les riches qui habitent auprès des périphériques et des autoroutes, c'est pas les riches qui habitent sur les anciennes zones polluées, c'est pas quand il fait très chaud, eux en général, ils ont le fric et ils mettent de la clim, ce qui est très mauvais d'ailleurs pour le climat, bon, et ainsi de suite. Donc selon que vous êtes riche ou pauvre, vous ne subissez pas de la même manière la dégradation de l'environnement. Donc c'est aussi, il faut partir de cette réalité pour les propositions. C'est pourquoi nous disons que toutes les propositions au niveau environnement doivent partir de ceux qui sont dans la situation la pire. Parce que c'est comme ça que ça bénéficiera à la majorité. Mais il faut toujours partir de ceux qui sont dans la pire situation. Et il faut toujours, l'écologie, ça ne peut pas être que la question de sauver la nature. L'être humain et les animaux vivent dans cette nature. C'est une interaction commune entre les végétaux, les animaux et les humains. Bon. Et donc, il faut prendre en compte cette dimension globale pour les propositions. Et les êtres humains, ils vivent dans un monde social. Et donc, par rapport à ça, les propositions qu'on fait ne peuvent pas être que, par exemple, il faut faire des espaces verts, c'est bien, mais l'écologie, ce n'est pas que les espaces verts. Il faut trier ces déchets, c'est bien, mais l'écologie ne peut pas se réduire au tri des déchets et au recyclage. L'écologie, c'est vraiment une proposition globale qui remet en cause le système économique, parce que, comme je disais, le système économique, son seul intérêt, c'est de faire du fric, faire des profits le plus vite possible, et le plus massivement possible sans se préoccuper des conséquences et le fait de détruire la planète. Bon. Donc, c'est vraiment cette articulation, et par ailleurs, c'est aussi l'articulation avec la démocratie. Parce qu'il ne peut pas y avoir de politique écologique sans démocratie.
On voit les conséquences, hein. Vous avez tous, j'imagine, entendu parler de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, cet aéroport que Vinci veut construire à côté de Nantes, à la place de l'aéroport de Nantes, et qui a été fait sans que les habitants puissent s'exprimer sur le sujet. Et la consultation, parce que ce n'est pas un référendum qui a été fait, c'est une consultation, la consultation a été limitée à un seul département, alors que l'aéroport concerne plusieurs départements. Bon. Donc ça, c'est négation de la démocratie. On a vu la négation de la démocratie sur Europa City, vous savez, le projet de grand centre commercial près de Gonesse, bon, et ainsi de suite. On voit constamment, on l'a vu sur le fameux barrage de Sivens, où Rémi Fraisse a été tué par une grenade. Bon, voilà. Donc, vraiment, il ne peut pas y avoir donc, de défense de l'écologie sans défense de la démocratie. Alors le député, qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, se battre pour modifier la loi justement sur cet aspect démocratique. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, quand il y a un projet, mais c'est la même chose dans les villes, quand vous avez un projet d'enquête publique, vous avez déjà dû remarquer des fois, vous avez une petite affichette écrite en petit caractère accrochée avec une ficelle à un feu rouge ou un truc comme ça. Déjà, il faut avoir une bonne vue. Bon, et puis, c'est pas comme ça qu'on informe les citoyens. C'est ridicule. Enfin, c'est de la parodie de démocratie. Donc, il y a une bataille à mener pour modifier cette façon de faire. Ensuite, il y a une bataille à mener pour que tout projet d'équipement intègre dès le départ la dimension écologique. Bon. Nous avions proposé, donc, dans la campagne présidentielle, d'inscrire dans la Constitution ce qu'on appelait la règle verte. C'est-à-dire qu'on ne prend pas plus de ressources renouvelables à la planète que ce qu'elle peut renouveler. Et on ne produit pas plus de déchets que ce que la planète peut absorber. Bilan, si vous prenez un exemple, par exemple Europa City, ça consiste à bétonner des terres agricoles de ce qu'on appelle la plaine de France, qui sont les dernières bonnes terres agricoles qui restent dans la périphérie parisienne. Donc c'est une absurdité totale. Une fois que vous les avez bétonnées, vous ne les récupérez pas. Donc ça, pour nous, avec la règle verte, c'est pas possible. Bon. Alors, même si on obtient la majorité à l'Assemblée, on ne l'aura pas au Sénat. Donc de toute façon, on aura un problème pour la réforme de la Constitution. Bon. Donc, même sans la règle verte, les députés de la France Insoumise devront se battre pour que, tout le temps, il y ait cette préoccupation qui soit mise au poste de commande de tous les projets d'infrastructures et d'équipements qui viendront en débat. De la même manière, donc, nous proposions la planification écologique pour sortir des hydrocarbures et de développer les énergies renouvelables pour gérer autrement l'aménagement du territoire. Bon, pareil, ça, les députés de la France Insoumise devront avoir cette préoccupation constante de manière à faire en sorte qu'on n'ait plus cet aménagement du territoire qui fait que l'argent va à ceux qui ont déjà pas besoin, hein, et on a des zones de relégation sociale, comme on les appelle, où de toute façon, puisque les électeurs ne votent pas, hein, ou même ne sont pas inscrits sur les listes, c'est pas la peine de s'embêter, hein, et il y a une tentation et une tendance d'un certain type d'élus de finalement ne s'occuper que ceux qui votent. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aura plus d'investissement sur les zones donc où il y a des habitants qui votent que dans les autres zones. Donc ça aussi, c'est une bataille constante que devront mener les députés de la France Insoumise, qui est tout simplement pour l'égalité des droits de l'ensemble des habitants du territoire national. Et en plus, quand je dis territoire national, je dis bien territoire national. C'est que le territoire national ne se réduit pas à la métropole. Exemple aujourd'hui, à Mayotte, voilà, à Mayotte, il y a des zones où il n'y a pas d'électricité. Pas d'eau. En Guadeloupe, il y a encore des bidonvilles. En Guyane, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Bon. Or, tout le monde, à partir du moment où il est citoyen de la France, quelle que soit sa nationalité par ailleurs d'ailleurs, à un moment où il est résident en France, tout le monde a les mêmes droits. Et tout le monde doit avoir les mêmes droits. Donc la loi doit défendre les mêmes droits pour toutes et tous. Et donc, ça veut dire que c'est aussi le rôle du député d'être attentif dans toutes les lois pour qu'il n'y ait pas de fait, parce que c'est jamais écrit comme ça, qu'il n'y ait pas de fait des mesures discriminatoires. Et ça va porter sur des tas de thématiques, ça va porter sur l'école, puisque en plus ils annoncent une réforme sur l'école qui risque d'être pas triste, puisque l'objectif c'est de privatiser l'école en quelque sorte. Chaque école pourra, chaque directeur pourra recruter les professeurs, pourra décider, et ainsi de suite. Donc on sait comment ça se termine. Ça se termine qu'il y aura les bonnes écoles, puis il y aura les autres.
C'est classique ça. Hein. Bon, ceux qui ont les moyens, ben, ils mettront leurs enfants dans les écoles où il y a plus de moyens, et puis les autres, ben, ils seront à voir. Donc voilà un peu sur les grands enjeux qu'il va y avoir. Bon, sur l'écologie, alors on a un ministre qui est Nicolas Hulot. La question est de savoir combien de temps il va tenir, parce qu'il va être très très vite en contradiction. Il est déjà en contradiction là, sur un projet de mine qui a été en Bretagne, qui a été approuvé par Macron quand il était à Bercy. Bon, et là, Nicolas Hulot est bien embêté. Tous les autres élus sont contre, de droite comme de gauche, comme on bon. Donc là, il est déjà en première contradiction. Bon, il va y avoir le problème sur Notre-Dame-des-Landes, et puis ainsi de suite, il va y avoir le problème sur la sortie du nucléaire. Bon, sur des tas de sujets, Nicolas Hulot va se trouver en contradiction, puisque lui, qui en remet pas en cause, c'est un écologiste convaincu, hein, c'est vraiment pas le problème. Mais le problème, c'est qu'il a un Premier ministre qui vient de chez Dareva, donc quand même un des piliers du nucléaire. Les directeurs de cabinet des différents ministres viennent des différents lobbies. Vous avez le lobby des mutuelles, vous avez le lobby pétrole et gaz, vous avez le lobby du vin, bon, c'est avec une femme qui, lorsqu'elle dirigeait ce lobby, a tout fait pour amoindrir la loi E20, bon, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un gouvernement des lobbies à tous les niveaux. Bon, et donc, on peut qu'être inquiet sur les politiques qui vont être menées. Bon, ça va être une politique des riches, hein, c'est strictement, bon, ça va être ça, en sachant, et je conclue là-dessus, que 90% des candidats d'En Marche relèvent des catégories socio-professionnelles plus, comme on dit, ou des chefs d'entreprise. 90%, on n'a jamais vu ça, quoi. Et c'est pas nous qui l'avons calculé, hein, c'est un média qui l'a sorti. Bon. Donc 90% venant de ces catégories-là. Donc il y a quand même une tendance en général, quand c'est aussi massif, à faire une politique pour ces catégories, quoi. Donc là, la campagne, c'est vraiment faire élire des députés du peuple contre les députés des lobbies et de l'oligarchie. C'est vraiment ça l'enjeu de la campagne, l'enjeu des 10 jours qui restent, convaincre les électeurs que c'est utile d'avoir des députés qui se battent, hein, sur tous les sujets, que c'est utile d'avoir des députés à disposition, qu'ils pourront voir facilement, qui, une fois élus, ne vont pas disparaître, parce que c'est aussi des fois une réalité. Alors un député qui bosse, c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'il faut qu'il bosse à l'Assemblée, il faut qu'il soit présent. Donc il y a des fois, c'est un peu compliqué, mais moi je ne doute pas que Nasser il va le faire. Parce qu'il m'a l'air bien dynamique, hein, voilà, et bien. Bon, et puis, voilà, et c'est ce que j'allais dire. Et puis vous saurez le contrôler et le rappeler. Alors c'est très important, vous savez. Il y a des gens, même vraiment des milieux populaires, qui des fois, tout d'un coup, quand ils montent comme ça, ils oublient. Ça existe. Hein, ça existe. Bon. Et quand vous avez dans votre entourage des gens qui vous rappellent à l'ordre, je peux vous dire que ça aide beaucoup. Moi, juste une petite anecdote comme ça. Moi, quand j'ai été élu député, ma mère m'a dit quelle drôle d'idée, député. Bon, c'était pas vraiment prévu dans le cursus familial. Hein, c'est pas. Et le soir du premier tour, mon frère aîné me dit ah ben ça y est, t'as fini. Je dis bah non, j'ai le second tour. Il me dit tu risques d'être élu. Voilà. Donc, je dis ça pour l'anecdote, mais c'est parce que c'est des phares qui vous ensuite qui vous rappellent à l'ordre. Si vous oubliez quoi. Et je crois que c'est très très important. Bon là c'est député, mais de manière générale, de toujours avoir comme ça des référents qui, si on commence un peu des fois à oublier, qui sont là, il y a toc toc, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas que c'est nous qui t'avons élu, hein, et que tu n'es pas élu seulement tout seul comme ça parce que tu étais bien et ainsi de suite, sans nous tu ne l'aurais jamais été, donc n'oublie jamais ça, mais là je ne suis pas inquiète.